Bonjour à tous, Parlons d'Europe revient avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Et mon invité aujourd'hui est Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être venu une nouvelle fois. Alors, vous êtes, je le rappelle pour tous ceux qui vous connaissent déjà, mais quand même, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Et aujourd'hui, nous allons décider de parler d'un sujet qui, a priori, n'est pas évident, peut-être, c'est les rapports qu'entretiennent l'Union européenne et le Japon. Alors, pourquoi ce sujet, outre l'intérêt que le Japon a et qu'on va voir, c'est que vous enseignez aussi au Japon. Oui. Vous enseignez à l'université Shihiro, c'est ça, Shihiro? Chuo. Ah oui, je suis pas encore très bonne en japonais, C'est pas très grave. mais ça va venir. Donc, c'est la deuxième université privée du Japon. Et vous dirigez un programme européen japonais de droit public. C'est ça. Donc, vous êtes vraiment au cœur des rapports juridiques entre les deux pays. Donc, ça va être intéressant d'avoir votre avis. Et en plus, je dis pour nos auditeurs, vous rentrez du Japon, là. Exactement. De 10 jours au Japon. Donc, le Japon est encore bien dans votre mémoire. Donc, on va en profiter. Alors, l'UE et le Japon, est-ce que ce sont des liens anciens? D'abord, avant même l'UE, parce que évidemment, l'UE, c'est quand même récente, donc les liens avec le Japon sont beaucoup plus anciens. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'histoire de ces relations? Oui, bien sûr. Alors, c'est c'est passionnant d'étudier les liens entre l'Europe et le Japon. D'abord, sur un temps historique un petit peu long, et puis plus spécifiquement les liens entre l'Union européenne et le Japon, où là, les relations juridiques et commerciales vont s'intensifier, mais quand même plus récemment. Alors sur un temps historique un petit peu lointain, les relations entre l'Europe et le Japon ne sont pas forcément connues, mais pourtant elles sont très importantes. Alors on ne va pas passer en revue les différentes périodes historiques du Japon, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la période moderne, mais tout de même rappelons que nous avons eu des missionnaires catholiques qui se sont rendus au Japon, François Xavier d'abord, Louis Freud, qui est peut-être moins connu, mais qui est un missionnaire portugais qui va vivre une trentaine d'années au Japon. Donc il y a eu une présence chrétienne au Japon, importante pendant près d'un siècle, avant que le Japon décide de ne pas donner suite en quelque sorte à cette présence chrétienne. Et ce qui est important et intéressant, je trouve, je le cite simplement pour les personnes qui nous écoutent, c'est que Louis Freud, qui va vivre au Japon et qui va écrire plusieurs ouvrages, dont un traité justement historique sur le Japon, va également écrire un petit ouvrage intitulé Traité sur les contradictions des mœurs entre Européens et Japonais, qui a été découvert très tardivement, je crois aux alentours des années 1945-46. On a redécouvert son petit ouvrage, qui est un traité de sociologie avant l'heure, absolument fascinant, où Louis Freud met en comparaison européens et japonais sur tout un ensemble de thèmes. La culture, les vêtements, l'alimentation, l'artisanat, et se plaît à montrer justement les contradictions, les différences. Est-ce qu'il y a des jugements de valeur? Aucun jugement de valeur. C'est ça qui est fascinant dans tous ces écrits. Il n'y a aucun jugement de valeur. C'est vraiment, je crois, un petit traité de sociologie qui est bref. Mais on en a pour plusieurs aires culturelles dans le monde. Les voyageurs qui finalement découvrent et n'ont pas d'a priori. Et n'ont pas d'a priori. Alors, c'est de l'étonnement, bien sûr, mais il n'y a pas de... On peut en prendre de la graine. On peut en prendre de la graine, mais il n'y a pas de jugement de valeur à proprement parler. Et je prends un exemple tout simple, mais alors que le menuisier français, quand il coupe du bois, pousse sur la scie, le menuisier japonais coupe le bois en tirant sur la scie. Ou alors la couturière française ou européenne qui pique le tissu avec l'aiguille, c'est l'aiguille qui transperce le tissu, la couturière japonaise tient de manière fixe l'aiguille et fait passer le tissu sur l'aiguille. Voilà, bon, c'est très anecdotique. Mais ce qui montre qu'il y a une véritable observation. Il y a une observation très fine. Et encore aujourd'hui, quand on va au Japon, c'est un petit peu le pays des contraires.
C'est peut-être un peu facile de dire cela, mais de ce point de vue-là, c'est assez fascinant. Bon, je ne développe pas davantage. Là où je veux en venir simplement, c'est que les relations entre Européens et Japonais ont existé, et en particulier les Hollandais ont eu des relations très importantes, notamment commerciales, pendant la période de fermeture du Japon, de 1600 à 1868, ce qu'on appelait la période Edo, Oui. une fermeture totale du pays. C'est les seuls qui étaient tolérés par les Japonais. Avec les Chinois, ce sont les seuls qui étaient tolérés, même s'il y avait sans doute des relations peut-être plus discrètes. Mais je crois que les Hollandais étaient vraiment les seuls à pouvoir commercer avec eux. Bon, ça c'est sur un temps un petit peu ancien. Mais là où je veux en venir, c'est que les relations entre l'Europe et le Japon, elles ont bien existé. Alors, s'agissant, puisque au fond c'était la question de l'Union européenne, les relations entre l'Europe et le Japon vont en fait se faire en deux temps. D'abord, dès la construction communautaire, avec le traité instituant la communauté économique européenne, puisque en 1959, les relations diplomatiques, si on peut dire, entre la CEE, la communauté économique européenne, et le Japon, ces relations diplomatiques vont s'instaurer. Donc il y aura une représentation de la CEE au Japon et évidemment une représentation du Japon à Bruxelles. Et les relations diplomatiques entre ces deux parties du monde vont être très importantes. Beaucoup d'échanges, parfois des crispations, en particulier lorsque les Japonais vont commencer à partir des années 80 à commercer avec nous. Inonder un peu le marché avec les automobiles, Toyota bien sûr, les magnétoscopes notamment. Il y aura des moments de crispation qui vont d'ailleurs se résoudre dans le cadre de l'OMC, au passage. Bon. Donc ces relations diplomatiques ne vont pas nécessairement conduire à la signature d'accords économiques et d'accords commerciaux. C'est assez curieux, mais en même temps ça se comprend pour deux raisons. D'abord une raison culturelle. Clairement, je crois que l'Europe était plutôt fascinée ou portait son regard sur les États-Unis. Oui, l'Asie c'était trop loin. L'Asie est trop loin, c'est derrière la Terre quand même. Donc ça faisait un petit peu trop loin. On le sait quand on revient du Japon. Et on le sait quand on revient du Japon, croyez-moi. Et puis d'autre part, la mondialisation, c'est-à-dire la généralisation des échanges, n'était pas suffisamment, je crois, développée pour que l'Asie constitue, ou en tout cas jusqu'au début des années 2000, véritablement, l'Asie ne constitue pas un terrain de jeu économique, pardonnez-moi l'expression, pour l'Union européenne. Plus il y avait quand même un petit passif avec l'Asie, parce qu'il y avait eu la guerre d'Indochine, il y a tout ça qui a dû jouer aussi dans le... Il y avait aussi un passif, bien entendu, avec l'Asie. N'oublions pas que la France n'était pas forcément la bienvenue avec ses essais nucléaires, ce qui l'a aussi compliqué un petit peu les choses, bien entendu. Et puis, ça va quand même se décanter à partir des années 2000, où là, on va entrer dans une période de négociation d'un certain nombre d'accords. Alors, oui, les années 2000, donc ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Et on a l'impression pourtant que que les Japonais et nous, ça fait très longtemps, mais finalement c'est récent. C'est assez récent. Alors bien sûr qu'il y a eu des échanges commerciaux entre les deux parties du monde en question, mais les accords qui vont être conclus, au fond, ce n'est qu'à partir des années 2000. Alors il va y avoir un certain nombre de conventions. Il y a 4 accords principaux. Je ne vais pas tous les citer, mais entre 2000 et 2009, l'accord de reconnaissance mutuelle sur les télécommunications, par exemple. Des accords également en matière de compétition économique, de compétitivité, des accords en matière de haute technologie, par exemple. Bon. Mais on va assister véritablement à un point de bascule en 2011, où il va être décidé entre l'Europe, l'UE et le Japon, de lancer des négociations de très grande envergure, qui d'ailleurs ne font l'objet d'aucune couverture médiatique. C'est assez curieux. C'est la question à laquelle j'allais venir. On a quand même vu le TIPP qui a fait couler beaucoup d'encre et Trump qui l'a abandonné. Le CETA avec le Canada. Le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis. Ça, on en a beaucoup parlé. Alors que parallèlement, et depuis 2013, des négociations... Personne n'en parle jamais. Et nous sommes pourtant... Non, exactement. Et nous sommes pourtant au 17e round de négociations depuis 2013 pour permettre la signature d'un accord de libre-échange économique, un Free Trade Agreement, un accord de libre-échange, qui va porter sur les investissements, les marchés publics, le commerce de biens, bien sûr, il y aura une dimension agricole, les biens et les services. C'est un accord
extrêmement important puisque l'UE et le Japon représentent plus de 30% à eux deux du commerce mondial. Donc c'est quand même... C'est un chiffre énorme. Hein. C'est un chiffre c'est énorme. Le tiers. C'est le tiers. C'est un chiffre absolument énorme. Et si l'accord avec les États-Unis a été conclu, ces trois-là, États-Unis, Japon, Europe, représenteraient plus de 50% du commerce mondial. Bon, c'est dire les enjeux. Alors, l'accord de libre-échange économique entre l'UE et le Japon devrait vraisemblablement être signé fin 2017 ou début 2018. Ça traîne un petit peu, c'est compliqué de négocier avec les Japonais. Mais le Japon représente le deuxième partenaire pour l'Europe en Asie. Le premier, c'est la Chine. Et évidemment, l'Europe constitue pour le Japon le premier partenaire économique dans la zone européenne, bien entendu, avec quelques préférences tout de même, puisqu'il est vrai que les Japonais ont énormément investi au Royaume-Uni. Et donc le Brexit les inquiète. Brexit les inquiète énormément. Ils s'interrogent énormément sur, pour des raisons évidentes, sur les conséquences qu'auront les intérêts japonais, que le Brexit aura sur les intérêts japonais. Est-ce que parmi les points de négociation, alors c'est une vraie question de ma part parce que je l'ai lu, mais j'en suis pas sûre. L'agriculture, le problème vient presque comme toujours des produits agricoles. Le monde japonais, le monde rural japonais est très inquiet. Oui. Et ça vient des deux côtés. Alors peut-être que maintenant les Européens et la France sont peut-être un peu plus tranquillisés, plus habitués justement à ces grands accords commerciaux qui mettent leur agriculture en compétition. Pour les Japonais, ça avait été un très gros sujet de crispation dans l'accord TTIP justement avec les États-Unis. L'agriculture japonaise a subi des secousses extrêmement importantes en une dizaine d'années, puisque quasiment la moitié de sa population agricole a disparu, avec un processus là aussi d'industrialisation extrêmement forte. Mais dans le même temps, les agriculteurs japonais veulent conserver la main sur un certain nombre de secteurs. Alors le riz, la riziculture, qui est un riz de très très grande qualité, mais également sur le secteur bovin, puisqu'il y a une agriculture bovine qui est extrêmement développée au Japon et qui est la fameuse viande de Kobe. C'est bon, ça fait toujours un peu cliché de dire ça, mais tout de même, mais tout de même ça existe, qui à l'heure actuelle cette viande ne s'exporte pas. Et donc il y a effectivement des foyers de crispation et cet accord de libre-échange, même s'il est signé, va demander, à mon avis, beaucoup de temps pour pouvoir se mettre en place. Pour rentrer en fonction. Bon, écoutez, je crois que nous sommes arrivés au bout du temps qui nous est imparti. On aurait bien continué. Je vous remercie de cet éclairage sur les rapports qu'entretiennent l'Union européenne et le Japon. Et puis, on essaiera peut-être une autre fois de recommencer sur ce sujet. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.